C'est vrai qu'un peu partout à travers le monde depuis des dizaines et des dizaines d'années, beaucoup de témoins qui disent avoir rencontré des êtres, des créatures, mi-hommes, mi-bêtes. Mais Jordi Magraner rêve toujours de rencontrer le Barmanou, quelque part dans les neiges de ce Pakistan, qui est devenu son second pays. Imaginez les montagnes reculées du Pakistan. Dans ces contrées perdues, une légende sur une créature mi-homme, mi-animal pourrait être le Bigfoot. Son nom, le Barmanou. Un cryptide insaisissable qui a attiré l'attention d'un homme passionné et déterminé, Jordi Magraner. Ce zoologiste a tout quitté pour s'aventurer dans ces vallées à la recherche de ce qui pourrait être le chaînon manquant de l'évolution humaine. Mais Jordi ne se contentait pas d'histoires. Il voulait des preuves, des témoignages et surtout, il voulait rencontrer l'inconnu jusqu'au jour où son voyage s'est brusquement interrompu. Dans des circonstances aussi sombres que la créature qu'il poursuivait. Que cherchait-il vraiment? Aurait-il découvert quelque chose qu'il n'aurait pas dû? Aujourd'hui, suivez-nous sur les traces de Jordi Magraner. Mais dis-moi, c'est qui nous? Quoi, comment ça, nous? Parle de toi, la petite voix, quoi, tu vois, tu vas venir m'accompagner sur cette vidéo. Les abonnés, ils te réclament, donc du coup, tu reprends du service. Ah, désolé, elle est un petit peu dure de la feuille. Hein. C'est ses débuts en même temps, faut l'excuser, quoi. Mais t'es trop méchant là, je t'entends. Oui, je sais que tu m'entends, je sais. Bon, et en tout cas, plongé dans une enquête fascinante, où chaque détail soulève plus de questions que de réponses, là où la réalité dépasse souvent la fiction. Oh mais t'abuses quand même. Ouais, je sais. Allez hop, au boulot là, au boulot, on se dépêche. C'est pas possible ça. Oui, c'est bon. Mais en vrai, je suis trop contente de démarrer. Je sais, la petite voix, que t'es contente, que les abonnés te réclament. Mais oui, mais bon, t'es pas obligé de couper l'intro, quoi, je sais pas. Oh non, pardon. Sois un petit peu plus professionnel, quoi. Allez, c'est pas grave, on te pardonne. Allez, viens, on va bosser. Dès son plus jeune âge, Jordi Magraner nourrit une fascination pour les créatures, les territoires inexplorés et les récits d'êtres que la science moderne n'arrive pas à expliquer. Jordi Magraner est né à Casablanca, au Maroc, dans une famille espagnole, mais il a grandi en France, où il a développé un intérêt précoce pour les sciences naturelles. En France, il a été principalement actif dans la région Rhône-Alpes, où il a rejoint le centre ornithologique pour étudier et protéger la faune locale. Un premier pas vers sa passion pour la zoologie et la cryptozoologie. Magraner ne se voyait pas suivre un chemin de vie traditionnel. C'est ce besoin d'aventure et de découverte qui l'emmène à étudier la zoologie et la cryptozoologie, un domaine souvent dénigré, mais essentiel pour lui, car il y trouve un moyen d'interroger les frontières du savoir humain. Magraner s'intéresse à l'idée que certaines espèces, comme les hominidés inconnus, pourraient avoir survécu à l'écart de la civilisation. À l'époque, les théories des chercheurs comme Bernard Rövelman et d'autres cryptozoologues influencent grandement Magraner. Ces pionniers de la cryptozoologie avancent l'idée que ces créatures, encore non identifiées, comme le Yeti, le Bigfoot et pour Magraner le Barmanou, pourraient témoigner de formes de vie ancestrales non documentées. Cette quête de l'inconnu l'emmène en 1987 à voyager au Pakistan, une région isolée où la légende du Barmanou, une créature décrite comme un homme sauvage, à l'apparence mi-humaine, mi-simienne, qui veut dire mi-singe, circule parmi les populations locales. Fasciné par les récits qui concernent le Barmanou comme portant des peaux de bêtes et émettant des sons gutturaux, Jordi décide de s'installer dans les montagnes du Chitral pour en savoir plus. Qu'est-ce que vous pouvez dire si vous nous faites dresser son portrait? Bon, ce qu'on cherchait, c'est des critères morphologiques, écologiques, éthologiques, ce qui détermine un petit peu un être vivant. Hein, parce que moi, au départ, je ne m'intéressais pas à toutes ces questions-là, c'était vraiment par hasard. Et donc, on a rassemblé ces données-là. Maintenant, on a une idée assez précise. Alors pour vous, c'est un être intelligent? Ah oui, je pense que c'est un être intelligent parce qu'on a pu observer à distance des circuits, des pistes, et on a vu comment il faisait pour éviter les maisons de bûcherons, de bergers. Il bouge beaucoup, il est nomade aussi. Oui. Très nomade, chasseur-cueilleur, hein, donc qui se déplace continuellement. Un hominidé incontestable, puisqu'il a une denture de type humain, sans canine. Voilà, il est toujours sur bipède, sur ses deux jambes.
Pour Jordi, l'étude du Barmanou est plus qu'une simple chasse aux cryptides. Il adopte une approche scientifique rigoureuse. Il s'efforce de recueillir des témoignages fiables, de comparer les récits et de rechercher des indices matériels. Son but n'est pas seulement de prouver l'existence du Barmanou, mais de questionner les idées reçues sur l'évolution humaine et de documenter ce qui pourrait être un hominidé relique, une espèce intermédiaire entre l'homme moderne et ses ancêtres. Peu de cryptozoologues avant lui avaient consacré autant de temps et d'efforts à une seule créature. Dans cette quête, Magraner cherche des indices biologiques et comportementaux pour comprendre si le Barmanou peut être lié aux humains ou à une lignée proche éteinte depuis longtemps, comme le néandertalien. Cette approche méthodique et passionnée donne une profondeur scientifique à sa quête, loin de la simple chasse aux monstres souvent associés à la cryptozoologie. La région du Chitral où il mène ses recherches est hostile, isolée et peu sûre, mais cela ne décourage pas Magraner. Au contraire, il s'immerge dans la culture locale, tissant des liens de confiance avec les habitants et apprenant leur langue et coutumes. Ces interactions lui permettent de collecter des récits uniques, d'accéder aux zones reculées où le Barmanou aurait été aperçu, et d'entendre des témoignages de première main, souvent empreints de crainte et de respect envers cette créature mystérieuse. Son aventure n'est pas sans risque. Il affronte des conditions de vie difficiles avec un climat rude, des chemins escarpés et la menace constante de conflits régionaux. Mais Magraner persévère, convaincu que ses efforts en valent la peine pour faire la lumière sur un mystère qui a captivé les populations locales depuis des générations. L'arrivée de Jordi Magraner dans les montagnes reculées du nord du Pakistan marque le début d'une aventure peu commune, dans un environnement difficile, au cœur de la culture et des croyances locales. Nous sommes en 1987, lorsque Magraner, passionné par la cryptozoologie et les histoires d'hominidés, s'installe dans la région du Chitral, un territoire montagneux où règnent des légendes anciennes sur le Barmanou. Pour les populations locales, le Barmanou n'est pas une simple légende, mais une présence quasi réelle, dont certains affirment avoir aperçu les traces ou entendu les cris rauques. ایا برمنو شیلو متدتن تو کوار زبان لاش دودت صحیح لاش دودت ها رم صحیح چاش لادان یامون اول کورا پاشیتم دی چویو پاشیتم اول ریتم دادم گیری اسی شیلا و تو پاشی استم بیکو رمضان شای هرونی کرم صحیح کاری کنم بیتم دی کنم بیتم افسوس وقت باقا دی تو ایش نلی ایش نلی ایش نلی صحیح موش کی میری چویو شای هرونی بطنا صحیح لط لط رکن کندوری برابر تو برابر آیا کیا هرونی چویو شای دی تا برابر ما برابر چوی نه چوی صحیح Décrit comme une créature bipède, couverte de poils et portant des peaux d'animaux, le Barmanou s'apparente à d'autres figures cryptides du folklore mondial, comme le Bigfoot nord-américain ou le Yéti himalayen. Magraner commence son travail en collectant des témoignages et en gagnant la confiance des habitants des vallées du Chitral et du Karakoram. Il apprend rapidement que pour approcher le mystère du Barmanou, il doit comprendre la culture des peuples qui vivent dans cette région, un facteur souvent négligé dans les recherches cryptozoologiques classiques. Certains habitants lui racontent des récits intrigants de rencontres avec cette créature, souvent accompagnés de détails précis, les sons gutturaux, l'odeur distincte et les moments furtifs où il l'aurait aperçu dans les forêts denses.
Contrairement à beaucoup de chercheurs en cryptozoologie, McGraner a adopté une méthode scientifique. Il ne se contente pas d'accumuler des récits de seconde main. Il consigne chaque témoignage, examine les preuves potentielles comme les empreintes ou les bruits enregistrés et documente minutieusement les lieux des observations. En 1992, il publie un article intitulé « Les hominidés, reliques d'Asie centrale » où il analyse ses découvertes et tente de situer le Barmanou dans le cadre de l'évolution humaine, supposant qu'il pourrait être un hominidé encore inconnu de la science. McGraner se distingue également pour sa détermination à rester sur place pendant des mois, voire des années, au lieu de limiter ses recherches à de brèves expéditions. Sa patience et son immersion sur le terrain sont des aspects cruciaux de sa méthodologie, qui inspirent le respect des populations locales, souvent méfiantes envers les étrangers. Malgré sa passion et sa rigueur, les recherches de McGraner sont ponctuées d'obstacles. Les conditions de vie sont rudes, avec des hivers glaciaires et des infrastructures quasi inexistantes dans les régions montagneuses. En outre, il est confronté à des tensions locales et aux difficultés géopolitiques de l'époque, alors que l'Afghanistan voisin est en proie à des conflits intenses. Cependant, il persévère, bien conscient que chaque mois passé dans ces montagnes augmente ses chances de trouver des indices solides. Au fil du temps, sa quête du Barmanou commence à attirer l'attention internationale et McGraner devient une figure reconnue dans la cryptozoologie. Pour lui, le Barmanou représente non seulement un mystère zoologique, mais aussi une question scientifique majeure. Existe-t-il encore, au XXIe siècle, des créatures humaines ou semi-humaines inconnues, évoluant loin de la civilisation? C'est quand même bizarre ces recherches parce que si ces êtres existaient, on trouverait leur squelette, on trouverait des os, on trouverait quand même des vestiges. Or, on n'en trouve jamais. Trouver des squelettes de grands animaux, déjà, c'est assez difficile. Il n'y a qu'à se promener dans les forêts en France de France et de Navarre. Et il est très difficile de trouver des squelettes entiers de cerfs ou de sangliers quand on se promène. Les squelettes sont très rapidement détruits. C'est en 2 semaines, voire moins, qu'un pyramide écologique est présente, sont très rapidement détruits par... donc c'est pas un argument, quoi, en fait. La nature digère tout. Bien, parce que si vous prenez la période qui couvre ce qu'on pourrait appeler le moustérien, en parlant du dernier hominidé en Europe, c'est-à-dire du néandertalien, en restreignant, c'est-à-dire à même 80 000 ans, on va dire. 80 000 ans même. On a très peu de squelettes entiers qui permettent d'avoir je crois que c'est à peu près dans les 17 vraiment complets, qui permettent d'avoir une idée de ce que c'est. Au fur et à mesure de ses recherches, Jordi McGraner commence à accumuler une quantité impressionnante de témoignages locaux sur le Barmanou. Chaque récit enrichit le portrait de cette créature insaisissable qui semble hanter les montagnes du nord du Pakistan. Ces récits, bien que variés, présentent des détails frappants qui se recoupent et renforcent la conviction de McGraner. Le Barmanou pourrait être plus qu'une légende. Il pourrait être une forme de vie inconnue, voire un reliquat d'hominidés préhistoriques. J'interromps un petit peu l'histoire parce que vous vous rappelez que dans la dernière vidéo, je vous avais proposé quelque chose d'un petit peu spécial. Partager gratuitement le travail de mes abonnés pour que l'on s'entraide et que l'on trouve pourquoi pas de nouveaux talents. Et aujourd'hui, je vous parle du premier abonné à se lancer, le conteur du Grand Est, que vous pouvez retrouver sur le pseudo de Guldreki. Je vous mettrai les liens en description de tous ses comptes. Cet artiste passionné fait revivre les légendes anciennes avec des créations inspirées des codex médiévaux, comme des marque-pages, de la pyrogravure, des dessins, et j'en passe. Son style est unique et son but est de transmettre la magie des histoires d'autrefois. Après une école d'art où il ne conservait pas la liberté d'explorer son style, il a décidé de créer à sa façon en toute indépendance. Si vous aimez l'art qui raconte et qui fait rêver, vous allez l'adorer. N'hésitez pas à le suivre pour lui donner beaucoup de force. Allez, on reprend l'histoire là où on l'avait arrêté. McGraner approche les communautés locales avec patience et respect, apprenant la langue et s'intégrant dans la vie quotidienne de ces populations.
Ce contact direct lui permet de recueillir des témoignages de première main, souvent de personnes qui affirment avoir vu le Barmanou de près. Les récits caractérisent une créature de grande taille marchant debout, avec un corps couvert de poils sombres et une odeur forte et musquée. Certains témoins évoquent même des tentatives d'interaction de la créature avec des troupeaux de chèvres, comme si elle cherchait de la nourriture. Ces détails intriguent Magraner qui commence à envisager la possibilité que le Barmanou puisse être un omnivore opportuniste, se comportant comme d'autres grands singes observés en captivité ou à l'état sauvage. Saya Putuhan. Bosa Prusti, Barmanou Pushita. Tukia Kosan. Payogani? Pagada Islamna aya nishi ada pilihan yibau je pilihan. Di. Aya nishi pilihan. Di. Ba joshan yibau jamu joshan. Di. Aya gan nishi ado gan bigo oshibema. Di. Oshi para mari hai. Mui bosta gani. Di. Madun tongi share ayu de bosta wa to gan ta nam para hai. Di. Asa hamu yamwa era ki hamu pida hai awal pida me ode chakudi. Bo pura juganta aja pat. Juganta. Juganta kandu juganta. Pura juganta. Asa made ino ki awaz ode panu asa era chakudi awaz hai chakudi bo hat bagai. Te reni paida avi. Reni. Reni ki tha to chi mo adi ko awaz da bi phuk jamo kawa ku shade udde. Josh. Ponjo, soy saluda hai la pra boba se pra bici saluda hai. Vishisan. Josh ponja lo ya bici salo ya mui moka bagai. Aya bazu dek barabanos. Bosta most. Amos pon chamu mustan, chamu ham deka am pon chamu chamu ta. Niska dishe amos. Niskarche. Au cours de son séjour dans la vallée de Shichiku, Magraner et son équipe rapportent avoir entendu des sons gutturaux étranges pendant la nuit. Des bruits que les habitants attribuent à la créature elle-même. Ces sons, décrits comme étant trop primitifs pour provenir d'un humain, ajoutent un élément sensoriel direct aux recherches de Magraner. En examinant les lieux des apparitions, il révèle parfois des empreintes inhabituelles qui ne correspondent pas à celles des animaux connus de la région. Bien que ces preuves ne soient pas suffisantes pour un scientifique conventionnel, elles renforcent sa conviction qu'il y a quelque chose de mystérieux dans ces montagnes. La femme du Goujeur qui s'appelle Han est sortie pour voir les bêtes et elle a vu un homme appuyé contre le tronc. Elle a eu très peur, elle est rentrée. Elle est allée chercher les hommes qui sont sortis avec des fusils et il n'y avait plus rien. Et le lendemain matin, à la lueur du jour, ils ont vu des traces de pas partir là, passer dans le petit champ qui est en dessous de la maison et partir ensuite dans les gorges. Pour l'équipe de Magraner, ce témoignage est une occasion unique d'observer des empreintes récentes, preuve de l'existence du Barmanou. Donc à partir de là, le Barmanou a obliqué et a suivi donc ce chemin et on peut voir donc les empreintes qui ont été recouvertes peu à peu de neige parce qu'il neigeait pendant la nuit où il était là et déformées par le soleil. Le lendemain, l'équipe passera sur les pas du Barmanou quelques heures après lui. Les empreintes laissées dans la neige sont celles d'un homme marchant pieds nus. Aujourd'hui, elles font l'objet d'une étude qui nous donnera sans doute des indications sur l'apparence du Barmanou. Ces empreintes de pieds, longues d'environ 26 cm, restent la seule preuve de sa réalité. Mais Jordi Magraner rêve toujours de rencontrer le Barmanou, quelque part dans les neiges de ce Pakistan, qui est devenu son second pays.
témoignages recueillis par Magraner révèlent également une part de crainte vis-à-vis de la créature. Certaines familles évoquent des rumeurs d'enlèvement, notamment des femmes qui seraient liées au Barmanou. Bien que ces récits soient difficiles à vérifier, ils suggèrent que la créature occupe une place particulière dans l'imaginaire collectif local. En parallèle, Magraner découvre que certains habitants perçoivent ces recherches avec méfiance, craignant que l'exploration de ce mythe ne dérange les forces anciennes ou ne brise un équilibre établi depuis des générations. Ces sentiments confirment pour Magraner l'importance d'aborder le sujet avec respect et d'adapter ses méthodes à la culture locale pour éviter de heurter les croyances profondes des communautés qu'il côtoie. Dans ces moments de doute, Jordi Magraner se tourne vers les techniques scientifiques disponibles. Il envisage de poser des pièges photographiques et de récolter des échantillons biologiques, s'il en a l'occasion. Bien qu'il soit limité par les ressources et l'équipement rudimentaire dont il dispose dans ces régions reculées. Malgré cela, son approche systématique et son regard aiguisé sur les détails l'aident à créer un dossier cohérent sur le Barmanou, qu'il espère pouvoir un jour présenter comme preuve au cercle scientifique sceptique. Pour Magraner, chaque nouvelle histoire et chaque nuit passée dans la montagne ajoute de la crédibilité à sa quête. Bien qu'il n'ait pas encore vu la créature de ses propres yeux, l'accumulation des indices et des récits de témoins directs crée un fil rouge qui le motive à perdurer, convaincu que le Barmanou, ou quelque chose de semblable, se cache dans ces vallées isolées. Pour Jordi Magraner, la collection de témoignages sur le Barmanou était un début, mais pas une fin. Il savait que pour donner corps à ses découvertes, il devait trouver des preuves tangibles. C'est ici que son aventure prend une tournure plus risquée et incertaine, car prouver l'existence de cette créature étrange n'allait pas être une tâche facile. Dans les régions reculées du Chitral, Jordi installe des pièges photographiques, espérant capturer des images du Barmanou. Chaque piège, placé dans les endroits stratégiques où des habitants ont rapporté des rencontres, devient un témoin potentiel. Mais les conditions ne jouent pas en sa faveur. Entre le changement de température extrême et l'humidité, les appareils fonctionnent parfois mal. Plusieurs clichés montrent seulement des branches floues ou de petites bêtes de passage. Un coup dur pour Jordi, qui doit réajuster sans cesse ses attentes. Malgré cela, il n'abandonne pas. Pour lui, chaque image, même infructueuse, l'approche un peu plus de la vérité. Les rencontres indirectes avec le Barmanou se multiplient. Lors d'une randonnée nocturne, Jordi et ses compagnons entendent des sons étranges, des cris profonds, presque humains, émanant des forêts. Mais la qualité de l'équipement limite la précision pour les enregistrer. Pourtant, ces moments renforcent l'idée que quelque chose d'inexplicable vit dans ces montagnes. Parfois, ils trouvent aussi des empreintes au sol, trop grandes pour être humains, trop distinctes pour être ignorées. Jordi réalise des moulages, espérant que ces traces pourront un jour être analysées pour prouver l'existence d'une créature inconnue. Ces empreintes, bien que vagues, nourrissent un peu plus son espoir d'approcher le Barmanou. Les jours passent, et malgré ses efforts, Jordi accumule davantage de questions que de réponses. Chaque détail, chaque piste semble disparaître dès qu'il l'approche de trop près, comme si le Barmanou lui-même jouait avec lui, laissant juste assez de signes pour nourrir la quête sans jamais s'exposer. C'est cette frustration qui rend la cryptozoologie si exigeante. Vivre avec l'incertitude, traquer l'invisible, tout en conservant l'espoir que le prochain jour apportera la preuve tant attendue. À plusieurs reprises, Jordi se demande s'il ne devrait pas abandonner. Ses ressources sont limitées, l'épuisement se fait sentir et l'isolement pèse sur lui.
Pourtant, il se redresse chaque matin, déterminé à avancer. Ce qui le motive, c'est cette passion inébranlable de trouver ce qui échappe aux autres. Dans chaque cri entendu, dans chaque empreinte trouvée, Jordi voit des morceaux du puzzle qui se dessinent autour de lui. Il est convaincu qu'un jour, ces petites preuves mèneront à une révélation plus grande, et il est prêt à tout pour atteindre son objectif, même si cela signifie continuer à marcher dans l'inconnu. Bon, la vidéo est un petit peu longue, c'est vrai. Allez, on fait une petite pause. Vous avez 30 secondes pour pouvoir aller vous abonner à la chaîne. C'est gratuit. Mettez une petite cloche pour être alerté à toute sortie de nouvelles vidéos. Et vous pouvez également aussi vous abonner à mon compte Instagram parce que franchement, là-bas, c'est quand même le désert de Gobi. Il n'y a pas grand monde. Merci en tout cas à ceux qui prennent le temps de venir. Et je remercie toutes les personnes qui prendront le temps de le faire. Ça fera évoluer la chaîne, ça sera grâce à vous. Et je vous laisse reprendre la suite de la vidéo. Alors que Jordi McGranner continue sa quête du Barmanou, il se rend compte que la créature ne se limite pas à une curiosité zoologique. Pour les habitants des montagnes pakistanaises, le Barmanou est à la fois une présence mystérieuse et un symbole. Au fil de ses interactions avec les tribus locales, il comprend que sa recherche touche à des croyances profondes et à des peurs anciennes, un aspect de son enquête auquel il n'était pas préparé. Pour les populations locales, le Barmanou n'est pas seulement un animal étrange, il représente une force qui échappe à l'entendement humain. Certains y voient un esprit des montagnes, un gardien protecteur de la nature sauvage, qui apparaît aux humains pour rappeler le respect dû à la terre. D'autres parlent d'un être semi-humain, possédant une conscience propre, capable d'éprouver des émotions et même de communiquer d'une manière que les hommes ne saisissent qu'imparfaitement. Jordi, intrigué par ces récits, commence à élargir sa vision de la créature, allant au-delà de son approche scientifique initiale. Vous avez pensé aux problèmes éthiques, bien sûr, que ça pose, ce genre de recherche? Oui, ça dès le départ, on y a pensé parce qu'à partir du moment où on a su que c'était un hominidé, qu'on était sûr, on a pris nos précautions avec un avocat qui s'occupe de ces problèmes-là, enfin des droits de l'homme au niveau international. Il se trouve qu'ils sont applicables à ces êtres-là parce que la définition au niveau de l'ONU est assez vaste. Donc vous allez essayer de lui donner un statut alors? Voilà, si jamais on venait à le trouver, on ne va pas le crier sur les toits tout de suite, c'est-à-dire essayer d'abord de lui donner un statut, de le protéger légalement, avant d'aller plus loin, parce qu'on ne va pas en faire un animal de zoo ni autre chose. Vous pensez que vous êtes proche du but? Disons que l'année dernière, on a marqué pas mal de points et que cette année aussi un petit peu. Il faut avancer, on avance doucement. Cherchant à comprendre la symbolique du Barmanou, Jordi se tourne vers des figures spirituelles locales, comme des chamans et des aînés respectés. Ces personnes détiennent souvent des connaissances orales anciennes, transmises de génération en génération, et enrichissent sa compréhension du mythe du Barmanou. Lors de discussions avec ces sages, il apprend que la créature est perçue comme un miroir de l'âme humaine, un être liminal qui vit entre le monde des hommes et celui de la nature. Ce rôle ambigu explique pourquoi la présence du Barmanou suscite à la fois la peur et le respect, un mélange d'admiration et d'angoisse face à l'inconnu. Bien que Jordi soit respectueux de la culture locale, certains habitants voient sa quête d'un mauvais œil. Ils craignent que le fait de traquer le Barmanou puisse perturber des forces qu'il vaudrait mieux laisser tranquilles. Certains évoquent des rituels visant à apaiser l'esprit de la montagne, un équilibre fragile que l'arrivée d'étrangers pourrait rompre. Pour ces personnes, la quête de Jordi représente un danger spirituel, et même ceux qui l'aident commencent à s'inquiéter pour lui. Un sentiment de malaise s'installe, car on craint que sa persévérance attire des conséquences imprévisibles. Jordi
réalise peu à peu que sa quête n'est pas seulement scientifique, mais qu'elle a pris une dimension presque philosophique et spirituelle. Le Barmanou devient pour lui une sorte de quête personnelle, une confrontation avec les limites de la connaissance humaine et un voyage initiatique dans l'inconnu. Ce n'est plus uniquement l'existence de la créature qui importe, mais ce qu'elle représente pour ceux qui vivent à ses côtés et pour lui-même, en tant qu'homme en quête de réponse. Jordi McGraner ne se limite plus à la simple collection de preuves. Elle touche désormais au domaine des croyances et du mystère, lui permettant de découvrir l'importance culturelle et spirituelle du Barmanou dans les vallées du Chitral. Ce passage du scientifique à l'explorateur spirituel marque un tournant dans son parcours, le poussant à redéfinir le sens même de sa mission. L'histoire de Jordi McGraner s'achève tragiquement en août 2002 lorsqu'il est retrouvé assassiné dans sa maison de Krakal dans la vallée de Bumburet au Pakistan. Ce meurtre d'une violence rare rencontrée met fin à des années de recherche sur le Barmanou et reste à ce jour entouré de mystères. Les circonstances de sa mort et les réactions qui suivent soulèvent des questions troublantes, non seulement sur les raisons de son assassinat, mais aussi sur la difficulté qu'a eu sa famille à obtenir justice et même à rapatrier son corps. Quelques mois avant sa mort, Jordi avait commencé à ressentir la pression de tension croissante dans la région. Il soutenait activement les écoles Kalash, encourageant l'éducation d'une minorité religieuse dont les pratiques et croyances ancestrales étaient mal vues par certains groupes extrémistes musulmans dans cette zone en proie à une radicalisation croissante. McGraner avait d'ailleurs été mis en garde par la police locale qui lui conseillait de s'éloigner temporairement de la région, mais malgré ces avertissements, il a choisi de rester attaché à la communauté Kalash et profondément engagé dans ses recherches. Dans la nuit du 2 au 3 août 2002, Jordi McGraner est retrouvé sans vie, égorgé à son bureau. À ses côtés, son jeune élève qui résidait chez lui pour ses études a également été victime de la même violence. Cet acte barbare soulève rapidement des soupçons de crimes prémédités. Les autorités pakistanaises évoquent l'hypothèse d'un vol ayant mal tourné, bien que rien n'ait été volé, ce qui laisse les proches de Jordi perplexes. En raison de la situation géopolitique, plusieurs observateurs et certains membres de son entourage soupçonnent l'implication de militants talibans, actifs dans cette région, et hostiles à la présence d'étrangers soutenant les minorités locales. Après l'assassinat de Jordi, sa famille souhaite rapatrier son corps en France pour lui offrir des funérailles. Cependant, des obstacles bureaucratiques à la complexité de relations internationales rendent cette démarche impossible. Finalement, Jordi est inhumé à Bumburet, entouré de ceux pour qui il a tant donné et parmi lesquels il avait choisi de vivre. Son enterrement rassemble hommes et femmes des 3 vallées Kalash, respectant les rituels de cette culture qu'il chérissait. Dans la pure tradition Kalash, les funérailles durent plusieurs jours et plus de 20 chèvres sont sacrifiées, un geste symbolique pour accompagner le défunt dans l'au-delà. Ce dernier hommage, malgré la douleur, apporte une forme de consolation à sa famille et à ses proches. En quelque sorte, Jordi reste là où il voulait être, en paix dans la vallée des Kalash. Ses amis et ceux qui l'ont aidé prononcent en son honneur les mots de bénédiction « Ishpata Baya ». Un dernier adieu chargé de respect et de reconnaissance envers cet homme qui a lié sa destinée à celle des Kalash. Dans la culture Kalash, le terme Ishpata Baya est une expression de bénédiction qui signifie « vas en paix » ou « repose en paix ». Utilisée lors des adieux et des cérémonies funéraires, elle est prononcée pour souhaiter un passage paisible dans l'au-delà, exprimant respect et reconnaissance envers le défunt. C'est une manière de souligner l'importance de la personne disparue au sein de la communauté,
en l'accompagnant spirituellement dans son dernier voyage. Ce drame, à l'exception de quelques articles dans les journaux comme Le Progrès, Le Dauphiné et El País, passe presque inaperçu dans les médias internationaux et les autorités pakistanaises, françaises et espagnoles, qui n'ont jamais rendu justice à sa mémoire. Les proches de Magraner restent dans l'incertitude sans réponse sur les circonstances précises de sa mort, ni sur l'identité des coupables. Cette absence de justice et de reconnaissance médiatique laisse un goût amer, ajoutant une dimension tragique à la fin de cet homme passionné et dévoué, dont l'héritage reste aujourd'hui une source d'inspiration pour les cryptozoologues du monde entier. Jordi Magraner laisse derrière lui plus qu'une simple collection de témoignages et de notes. Il a ouvert une fenêtre sur un monde où le Barmanou devient une quête, pleine de courage et de défis. Son parcours, ses rencontres et même sa fin tragique nous invitent à réfléchir sur ce qui, au fond, nous pousse à explorer l'inconnu. Magraner a marqué les esprits par son approche à la fois rigoureuse et respectueuse des traditions locales. Contrairement à tant d'autres, il n'était pas un étranger pressé en quête d'un scoop, mais un chercheur patient qui savait écouter. En s'intégrant aux Kalash, en partageant leurs coutumes et en respectant leurs croyances, il a adopté une démarche humaine et authentique. En écoutant son histoire, on peut se demander, aurait-il pu obtenir les mêmes témoignages s'il avait ignoré ses aspects culturels ? En quoi le respect des traditions locales est-il indispensable pour découvrir des vérités cachées ? Et cela rend-il la cryptozoologie plus légitime ? Magraner a également assumé un risque énorme, attaché à ses recherches et à la communauté Kalash. Ce choix soulève une question délicate. Jusqu'où est-il raisonnable d'aller pour une recherche ? Dans des zones instables, la frontière entre l'obstination et le danger devient floue. Certains diront qu'il a payé le prix ultime, d'autres verront dans son sacrifice une preuve de l'importance de sa mission. Mais au fond, cela pousse à se demander à quel point un engagement personnel peut-il justifier un risque si grand ? Est-ce que cette détermination a renforcé l'héritage de ses recherches, même sans preuve définitive ? Et enfin, son histoire nous invite à réfléchir sur le rôle de la cryptozoologie aujourd'hui. Dans notre monde moderne, est-elle encore perçue comme une science ? Ou reste-t-elle un champ méconnu, rejeté aux marges de la recherche ? Magraner, par son approche rigoureuse, a montré qu'il est possible de traiter ces sujets avec respect et méthode. Sa vie amène ainsi à reconsidérer l'intérêt de la cryptozoologie pour notre compréhension des mondes qui nous entourent. L'héritage de Jordi Magraner repose maintenant entre les mains de ceux qui continuent de s'interroger et de rêver. Plus qu'une simple recherche de créatures mythiques, il nous rappelle qu'une quête sincère peut parfois devenir un cheminement personnel, voire spirituel. Alors peut-être que le véritable mystère du Barmanou n'est pas seulement de savoir s'il existe ou non, mais ce qu'il représente pour ceux qui, comme Jordi, choisissent de le chercher. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. L'histoire de Jordi Magraner est exceptionnelle. Alors pour vous, que s'est-il vraiment passé ? Je vous attends dans l'espace commentaires et je réponds à tout le monde. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ! Eh oh, dis-leur aussi que moi, je leur dis au revoir. Oui, et la petite voix aussi, elle vous dit à très bientôt. Double ciao !